Alors, tout d'abord, je conteste fermement, pas vivement, fermement, la notion de troisième procès d'Outreau. Ce n'est pas un troisième procès, l'affaire d'Outreau a été jugée. Elle s'est terminée, comme vous le savez, par 4 condamnations définitives et puis 13 acquittements. Là, ce qui va s'ouvrir à Rennes au mois de mai 2015, c'est un autre procès dans lequel l'accusé se trouve être l'un des acquittés d'Outreau. Je pense que c'est une erreur de présenter ce procès comme le troisième procès d'Outreau. L'affaire d'Outreau a été jugée, mal ou bien, ça chacun peut en apprécier, surtout après avoir visionné mon film Outreau, l'autre vérité, mais ce qui est jugé est jugé. Là, il y a un troisième procès de Daniel Legrand. C'est pas l'affaire d'Outreau. Daniel Legrand va être jugé pour des faits qui ne l'ont pas été. Alors, vous allez me dire, Daniel Legrand, c'est le plus jeune des accusés. Il a déjà été jugé et acquitté. Alors, est-ce qu'on va pas le rejuger pour les mêmes faits? Ben non. Daniel Legrand a été acquitté pour des viols présumés commis alors qu'il était adulte. Mais ces viols avaient commencé alors qu'il était mineur. Et tout ce qui relève de la minorité doit être examiné par une cour des assises des mineurs, qui a un fonctionnement sensiblement différent. Et donc, Daniel Legrand n'a jamais été jugé pour les présumés viols qu'il aurait commis avant d'être majeur. Il a été acquitté pour les viols commis alors qu'il était adulte, et pas pour les viols qu'il aurait commis étant mineur. Et c'est ça, et c'est le fonctionnement normal de la justice. C'est pour ça qu'il va être jugé devant la cour d'assises des mineurs à Rennes en mai 2015. Je pense qu'il faut... les mots ont un sens. Les avocats de Daniel Legrand fils vont tout faire pour faire croire que c'est un troisième procès, c'est-à-dire que on se fiche de l'argent des contribuables et on va rejuger une affaire qui a déjà été jugée et mal instruite selon ce que dit la défense. Non, non, pas du tout. Daniel Legrand n'a jamais été jugé pour les viols présumés qu'il a commis étant mineur, et très logiquement, il va rendre compte de ce qu'il a fait ou pas fait devant une cour d'assises des mineurs. C'est le fonctionnement normal de la justice. Ça, c'est ma première réaction. Non, ce qui a été jugé, et en plus, quand on est jugé aux assises et qu'on est acquitté, on peut même pas faire appel dessus, c'est définitif. Et Daniel Legrand, sur ce plan-là, est acquitté à perpétuité. Mais voilà, il se trouve qu'il a à rendre compte de ce qu'il aurait éventuellement fait sur les enfants alors qu'il était encore mineur. Voilà, c'est tout. Ce qui a été jugé à Saint-Omer puis à Paris, ce qu'on a appelé l'affaire d'Outreau, c'est fini. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver dans les années, voire les décennies qui viennent, des affaires dans lesquelles vont être jugés des gens qui apparaissaient dans le dossier d'Outreau. Mais ça ne sera pas le 4e ou le 5e ou le 6e procès d'Outreau, ce sera de nouvelles affaires dans lesquelles apparaîtront des gens qui, par ailleurs, ont été acquittés dans le procès d'Outreau de Saint-Omer ou de Paris. Vous voyez, on est dans la nuance, mais la nuance, elle est extrêmement importante parce que
c'est là-dessus que la défense va essayer de faire passer son message. Qu'est-ce qu'ils vont dire les avocats de la défense, les Dupond-Moretti et consorts? Ils vont dire, c'est scandaleux, on va juger quelqu'un qui a déjà été acquitté, on va le juger pour les mêmes faits. Mensonge. Mensonge. Jamais la justice ne pourrait fonctionner en rejugeant des faits qui ont déjà été jugés et dont le procès s'est terminé par un acquittement. Donc, premier mensonge de la défense, et ils ont déjà commencé dans les médias. Bon. Et puis ensuite, ils vont dire, ouais, c'est scandaleux, la justice se met au service d'une ONG, à savoir Innocence en danger, puisque c'est à la suite d'un courrier d'Innocence en danger qui s'étonnait que la justice ait oublié d'audiencer le procès de Daniel Legrand devant une cour d'assises des mineurs. Et c'est donc à la suite de cette lettre d'Innocence en danger que le parquet a décidé qu'effectivement, logiquement, Daniel Legrand serait jugé. Voilà. Encore une fois, c'est le fonctionnement normal de la justice. J'ai entendu et j'ai lu dans certains médias dire ouais, c'est scandaleux, la justice se met au service d'une ONG. Ce qui définit l'attitude de la justice en tant qu'institution vis-à-vis des associations de défense des enfants notamment, c'est l'ignorance, voire le mépris. Et jamais l'institution judiciaire n'aurait audiencé le procès de Daniel Legrand en 2015 s'il n'y avait eu que la lettre d'une association de défense des enfants. C'est sur la base du dossier. Et pourquoi, allons plus loin, pourquoi est-ce que l'institution judiciaire va juger Daniel Legrand? Parce que c'était obligatoire. Et que si la justice avait, entre guillemets, oublié le procès de Daniel Legrand, eh bien, au final, la France aurait été condamnée par la Cour européenne de justice. Ça aurait été un délit de justice. Et voilà pourquoi il va y avoir ce procès. Pour éviter que la France ne soit condamnée au niveau de l'Europe pour avoir caché cette procédure. Tout le monde, au niveau du ministère de la Justice, pas tout le monde, les responsables au niveau du parquet et du ministère, tout le monde a espéré qu'on oublierait que on atteindrait la date de la prescription qui était à l'automne 2013, en disant personne n'a fait attention, ok, et papier muscade. Eh ben non. Voilà, il y a une ONG qui a réagi, c'était son droit, et la justice ne pouvait faire qu'audiencer ce procès qu'elle avait, soi-disant, oublié. Vous savez, dans tout ce qui concerne la pédocriminalité, les mots ont un sens. Et il y a une bataille autour des mots. Lorsque les avocats de la défense, Dupond-Moretti en tête, balancent cette idée qu'il va y avoir un troisième procès, que c'est scandaleux parce que déjà les deux premiers n'avaient pas montré une bonne image de la justice, et donc, sous-entendu, on va dépenser l'argent des contribuables pour rien. Ils sont dans une bataille. Moi, je reproche pas à Dupond-Moretti d'être un menteur et de se servir du mensonge pour défendre la cause de ses clients. C'est peut-être très critiquable sur le plan éthique, mais c'est assez efficace. Hein. Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, je pèse mes mots, est un professionnel du mensonge. Et j'observe que ça fait pas mal de fois que, en public et dans les médias, je dis que Dupond-Moretti est un professionnel du mensonge, et que je sache, il ne m'a jamais attaqué en diffamation, parce qu'il sait très bien que s'il m'attaquait en diffamation, j'ai de nombreuses preuves de ce que je dis, y compris dans ce que lui-même a écrit. Donc, nous sommes en face d'avocats de la défense qui vont utiliser toutes les ficelles de leur métier, qui autorisent le mensonge, bien qu'ils soient auxiliaires de justice, pour essayer de transformer le procès de Daniel Legrand en une espèce de combat contre l'institution judiciaire. Voilà. Mais ça, bon, on le sait, on connaît le personnage, et parfois, c'est assez prévisible, quoi. Ils vont tout faire pour perturber le procès. Dupond-Moretti,
l'a d'ailleurs annoncé dans les médias quand il a appris que le procès Legrand serait audiencé. Et c'était même assez comique et qui montre les limites un peu du personnage, parce que tout ne fonctionne pas dans des éclats de voix, et puis bon, voilà, il faut aussi savoir se contrôler et maîtriser ce qu'on dit. Et cet avocat, Maître Dupond-Moretti, a balancé, puisque c'est comme ça, au procès Daniel Legrand, on va citer 50 témoins. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas vu le film Outreau l'autre vérité, c'était la technique qui a été utilisée à Saint-Omer pour pourrir le procès, c'est-à-dire qu'ils ont fait citer 50 témoins, exactement, à la dernière minute, pour complètement désorganiser le procès. Je referme la parenthèse. Donc, ils veulent refaire la même chose à Rennes. On va citer, dit Dupond-Moretti, on va citer 50 témoins, et le premier d'entre eux, ce sera le procureur général de Paris, parce qu'il m'avait fait la promesse que ce procès n'aurait jamais lieu. Génial, formidable. On apprend dans les éclats de voix d'un avocat que le parquet a négocié un accord avec la défense à l'écart de l'autre partie qui, de ce fait, était lésée. Mais on est dans une totale illégalité, on est dans quelque chose qui relève de la parodie de justice, et moi j'attends avec beaucoup d'impatience que Maître Dupond-Moretti fasse citer Monsieur le procureur général de Paris à l'époque du procès de Paris. Alors ça, bravo, j'attends ça avec impatience. Dès le premier, Maître Dupond-Moretti, il a un problème avec la justice, il est en guerre contre elle. Donc, et il le dit, il l'écrit, hein. Moi, c'est pas la vérité qui m'intéresse. Voilà, il défend son client, il veut pas savoir si le client est innocent ou coupable, il se bat pour qu'il soit acquitté. Et après, toujours cette bataille de mots, il joue sur les deux mots acquitté et innocent comme s'ils étaient synonymes. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et tous les professionnels de la justice, et en premier lieu les avocats, savent très bien qu'on est acquitté au bénéfice du doute, parce que l'acquittement, c'est le résultat, pendant les délibérations du jury en cour d'assises, c'est le résultat d'un vote, et des fois ça se joue à une voix. Donc, ce qui sort d'une cour d'assises, c'est une vérité judiciaire, on est acquitté, mais ça ne veut pas dire que la personne acquittée est innocente, c'est autre chose. D'ailleurs, si les acquittés d'Outreau étaient 6 sur 2, mais pourquoi ils n'attaquent pas les enfants qui sont devenus adultes et qui maintiennent leurs accusations? Pourquoi ils les attaquent pas en correctionnel pour diffamation ou dénonciation calomnieuse? Pourquoi ils ne le font pas s'ils estiment être innocents? On les attend, mais parce qu'ils savent très bien que en correctionnel, ça se joue pas comme en cour d'assises. Hein. Et voilà, donc, enfin, vous savez, ça c'est la cuisine de la défense. Ils sont assez prévisibles de ce côté-là, quoi. On sait. Parce que, je vais vous dire, quel est le principal ennemi de Daniel Legrand dans ce dossier? Daniel Legrand, jugé pour les viols qu'il aurait commis étant mineur. Le principal adversaire de Daniel Legrand, c'est Daniel Legrand lui-même. Parce que dans le dossier d'instruction, il y a ses aveux, avec des détails. Alors ensuite, bon, c'est la loi judiciaire, il y a le vote, il y a le jury qui délibère et puis il acquitte ou il condamne. Des fois, ça se joue à 3 fois rien, mais il y a le dossier. Et il faudra que les avocats de la défense fassent oublier l'existence notamment d'une expertise psychiatrique dans lequel, par le menu, Daniel Legrand raconte comment il violait les enfants en échange d'argent ou de drogue. C'est noir sur blanc et c'est pas devant le juge, le juge Burbon qui a... Non, pas du tout. C'est devant son psy. Voilà, donc Daniel Legrand aura à répondre de ça comme c'est logique. Voilà. Oui, le dossier d'Outreau a été un fiasco judiciaire. Là, je rejoins Maître Dupond-Moretti et consorts. Oui, ça a été un fiasco judiciaire.
mais ça n'a pas été celui qu'on a dit. Hein, ce qu'on a caché, par exemple, à vos auditeurs, par exemple, qu'on a installé à Saint-Omer, on a installé les accusés dans la salle au contact avec les journalistes, et qui est-ce qu'on a mis dans le box des accusés? On a mis les enfants. C'est unique dans l'histoire de la justice. Mais est-ce que vous l'avez su en regardant la télévision ou en lisant votre journal? Non. Pourquoi? Parce que les journalistes n'ont pas fait leur travail correctement. Parce que les journalistes n'avaient pas le temps matériel de lire les 30 000 pages du dossier. Et à ce moment-là, les journalistes, ils se sont tournés vers les grandes gueules qui font vendre et qui font de l'audience. Et puis, les journalistes, tous, quasiment tous, ils se sont transformés en porte-plume ou en porte-micro des avocats de la défense. De ce point de vue, ils ont fait un travail lamentable. Et là, évidemment, ils se sont pris un petit peu en faute et ils vont remettre le couvert et ils vont essayer à nouveau de faire croire que dans ce qui s'est passé à la Tour du Renard entre 1998 et peut-être même avant et puis 2000, eh bien tout ça c'est des racontards, c'est une invention, etc. En attendant, il y a quelque chose que je dis dans le film Outrons l'autre vérité. Il y a 12 enfants qui ont été reconnus victimes de viol. Alors vous me direz, il y a 4 adultes qui ont été condamnés définitivement. Donc les 4 adultes violent les 12 enfants. Mais oui, le problème, c'est que les 12 enfants, c'est pas les enfants des 4 qui ont été condamnés. Les 4 qui ont été condamnés, ils avaient 4 enfants. Et les 8 autres, ils ont fait comment pour venir se faire violer chez les Delay, Tour du Renard, à Outreau? Comment? Les Delay Badaoui, les parents de Chérif et de Dimitri notamment, ont été condamnés pour des viols, pour des actes absolument abjects, mais ils ont été aussi condamnés pour proxénétisme. Ben oui, très bien, ils ont été jugés pour proxénétisme. Et où sont les clients? Où sont les clients? Il n'y a plus de clients. Brusquement, non, les enfants inventent, les enfants mentent. Vous voyez, le fiasco d'Outreau, le véritable fiasco d'Outreau, c'est la façon dont on a traité les enfants, dont on a méprisé leurs paroles. C'est la façon dont un auxiliaire de justice, et je pense à Maître Dupond-Moretti, continue à se répandre dans les médias complaisants, en traitant les enfants de menteurs, alors qu'il diffame des personnes, des enfants qui ont été reconnus victimes par la justice. C'est-à-dire qu'il remet en cause la décision de justice concernant les enfants. Et ça, vous voyez, je peux admettre qu'un avocat mente de façon éhontée pour défendre son client. Ok, c'est peut-être discutable sur le plan moral, mais la fin justifiant les moyens, on peut le comprendre. En attendant, c'est toléré en France. Certes. Mais lorsque le film Outrons l'autre vérité ou le livre de Chérif Delay, je suis debout, lorsqu'ils sortent ces deux œuvres, eh bien, Dupond-Moretti traite Chérif de menteur. Il traite Chérif de menteur. Et là, Dupond-Moretti ment, il diffame Chérif Delay, non pas pour obtenir l'acquittement de sa cliente était déjà acquittée. Là, il ment, il diffame une victime. Et ça, c'est assez ignoble. En attendant, moi, ça me donne envie de vomir. Voilà, parce que entre ce que dit Maître Dupond-Moretti et ce que l'on sait du dossier, de ce que l'on sait de la réalité du procès, réalité qui a été cachée aux Français par des médias complaisants vis-à-vis de la défense, eh bien, il y a un gouffre. On a menti aux Français sur l'affaire Dutroux. Et d'une certaine façon, l'affaire Dutroux, c'est l'histoire d'une manipulation de l'opinion publique. Et ça a d'ailleurs été la réaction à chaque projection du film, parce qu'il y avait toujours, le plus possible, il y avait des débats passionnés après le film. Eh bien, c'était la réaction quasiment unanime. Mais on nous a menti. Bah oui. Voilà, on a menti aux Français concernant cette affaire. Et pourquoi? Bah simplement parce qu'on est
démolir le juge d'instruction parce que le pouvoir politique, le pouvoir exécutif avait décidé que le juge d'instruction, juge un peu trop indépendant à ses yeux, était dangereux, notamment dans les affaires politico-financières, et qu'il fallait supprimer le juge d'instruction. Et c'est dans ce contexte qu'on a diffamé, qu'on a lynché le juge Burgon, et qu'on a utilisé l'affaire d'Outreau d'une façon politicienne, mais d'une façon qui n'avait rien à voir avec la réalité du dossier. Et vous savez, moi je suis tranquille, hein. Tôt ou tard, ce dossier, on va le retrouver sur Internet, et chacun pourra juger qui a menti et qui a dit la vérité dans cette affaire. Alors, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans le détail d'un dossier que je ne connais pas. Je suis quelqu'un qui travaille ces dossiers. Quand je dis quelque chose, c'est parce que j'ai pu le vérifier moi-même. Donc je ne peux pas parler de ce dossier en particulier. Mais ce que je peux dire d'une façon générale, pour l'avoir constaté aux quatre coins de la France, c'est que depuis l'affaire d'Outreau, on utilise le verdict d'Outreau pour décrédibiliser la parole des enfants. Et maintenant, sauf lorsqu'il y a des aveux et des preuves flagrantes, vous avez un petit peu partout les accusés qui se lèvent en disant je suis innocent, et l'avocat qui défend cet innocent-là, qui dit mon client est innocent, vous n'allez pas commettre une nouvelle affaire d'Outreau, les enfants mentent, la preuve par Outreau. Ça, c'est général. C'est-à-dire que l'affaire d'Outreau a été un des moments qui a marqué un recul profond des droits de l'enfant en France. Depuis l'affaire d'Outreau, il n'y a plus de défenseurs des enfants. Voilà. Et puis, et en même temps, faut nuancer parce que il y a aussi une prise de conscience de magistrats de plus en plus nombreux, d'enquêteurs de plus en plus nombreux, qui se sont formés et qui essayent de faire leur travail dans des conditions souvent difficiles par manque de moyens et puis avec des pressions qui parfois frôlent l'insupportable. Donc actuellement en France, il y a des dossiers qui sont traités correctement et des dossiers qui sont traités à l'ancienne, c'est-à-dire de façon abjecte. Parce que ces enfants qui osent parler, c'est pas évident de parler de violences sexuelles qu'on a commis, qu'on a subies. Eh bien, ces enfants, ils osent parler. On leur dit tais-toi, tu mens, la preuve par Outreau. Eh bien, ces enfants, ils ont été violés 2 fois. Une fois par le prédateur et une deuxième fois par la société, par l'intermédiaire d'adultes qui représentent la société, enquêteurs ou magistrats. Et ça, je dirais, c'est terrible pour ces enfants, mais c'est aussi terrible pour la France parce que ces enfants qu'on n'entend pas, qu'on ne reçoit pas comme victimes, ils vont devenir des adultes en souffrance. Et moi, je pose la question, dans les services psychiatriques clos, combien y a-t-il d'adultes qui sont là sur le long cours, dont les traitements psychiatriques coûtent très très lourd à la sécurité sociale? Combien parmi ces patients ont été des enfants qui ont été maltraités, qui ont été victimes de violences et notamment de violences sexuelles et qu'on n'a pas entendu et qu'on n'a pas défendu? Voilà, c'est-à-dire que si on n'est pas sensible au fait que c'est terrible de renvoyer dans le silence un enfant qui vous dit voilà, j'ai subi telle et telle chose, mais c'est aussi des choses qui se payent au niveau de la société. Et la France est un pays qui continue à ne pas regarder la réalité en face. La pédocriminalité, on continue toujours à l'appeler pédophilie, alors que pédophilie, ça veut dire voilà, c'est aimer les enfants. Je suis désolé, dans ces affaires-là, il n'est pas question d'amour. Quand un adulte utilise un enfant comme un objet pour satisfaire ses pulsions et ses fantasmes, c'est pas une preuve d'amour. C'est exactement le contraire. Quand on aime un enfant, on respecte. C'est la raison pour laquelle je ne parle pas de pédophilie, mais je parle de pédocriminalité. Toujours cette bataille des mots. On se bat pour utiliser des mots exacts. Bon.
pourquoi la société tolère-t-elle encore que la pédocriminalité reste aussi peu sanctionnée? Dans Où trouve notre vérité, le film, un avocat, Maître Costantino, qui est un spécialiste de ces dossiers-là, il dit très clairement, vous savez, dans la France d'aujourd'hui, jusqu'à des victimes de moins de 4 ans, pour le prédateur, c'est l'impunité garantie. Parce qu'on n'accorde aucun crédit à la parole des enfants, si jeunes. Et vous avez dans pas mal de tribunaux en France, des enfants qui ont 12-13 ans, on leur demande d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas consentants. Et on nie pas les violences sexuelles, on leur demande de prouver, mais comment voulez-vous prouver quelque chose qui n'existe pas? Et en plus, c'est une violation de la loi, puisque la loi prévoit que le consentement est une question sans objet avant 15 ans. Voilà, la loi, elle est comme ça. En dessous de 15 ans, un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant. C'est un viol, c'est un crime. Et la question du consentement ne se pose pas. Expliquez-moi pourquoi peut-être un tiers ou la moitié des tribunaux continuent à demander à des gosses de 12-13 ans d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas consentants. C'est scandaleux. Et pourtant, ça existe. Et en même temps, il y a des endroits où il y a des magistrats qui font bien leur boulot, il y a des policiers qui font bien leur boulot, des gendarmes qui font bien leur boulot. On est dans une réalité contrastée, mais on est très loin du compte. Si, j'avais trouvé un distributeur, et c'est Zelig Film qui a eu le courage de sortir le film en salle, et le film a tourné, il continue de tourner. D'ailleurs, si vous voulez organiser des séances d'Outre l'autre vérité, vous contactez Zelig Film, et vous contactez le directeur de votre cinéma, si possible un cinéma d'arrêt d'essai, et puis c'est toujours possible, il y a encore des projections d'Outre l'autre vérité. Il est sorti au cinéma, mais s'il est sorti au cinéma, c'est parce que les chaînes de télévision pour lesquelles c'est pour la télévision que moi j'avais travaillé, hein. C'est un travail de 3 ans, hein. C'était pour la télévision. Et brusquement, les chaînes de télévision ont regardé ailleurs. Elles n'ont pas voulu voir les choses. Mais écoutez, vous savez, on peut pas mentir tout le temps à tout le monde, hein, et tout le temps, hein, c'est pas possible. Et aussi, j'ai le malheur de dire pour nos très chères chaînes de télévision que la télévision suisse romande vient d'acheter le film et il sera diffusé en Suisse. C'est-à-dire, les Français pourront toujours aller en Suisse, non pas pour planquer l'aurore, mais pour regarder Outre l'autre vérité, qui est un film de fait interdit d'antenne sur les antennes de télévision en France. Alors les choses peuvent évoluer, vous savez, le monde de la télévision est un monde tellement bizarroïde et tellement médiocre et lâche qu'il suffit que le vent tourne un petit peu et qu'une chaîne se dit ah bon on va peut-être pouvoir faire un coup et puis ça va passer. Moi je suis très tranquille là-dessus, vous savez, moi j'ai fait mon travail. Maintenant le film il existe, il est à la disposition des citoyennes et des citoyens. Il est à la disposition des professionnels de la justice. Je me réjouis d'être très régulièrement contacté par des professionnels de l'enfance en danger, par des professionnels du droit qui m'interviewent ou qui me demandent de participer à un débat autour du film. Voilà, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses en France. Et ben voilà, ce film, s'il peut contribuer à ouvrir les yeux, éveiller les consciences, ben, j'en serais très heureux. Voilà. Il est prévu pour être projeté sur grand écran au cinéma. La marche à suivre, c'est vous contactez votre directeur de la salle de cinéma de votre ville. Vous dites que c'est Zelig, le producteur. Le directeur va contacter Zelig, il le connaît, parce que c'est un distributeur qui a pignon sur rue et qui a une très bonne réputation. Et puis les choses se feront ou ne se feront pas, mais enfin c'est la marche à suivre. Et puis si moi je suis disponible, je considère que c'est mon travail de journaliste
et de réalisateurs de ce documentaire que d'aller débattre avec les citoyennes et les citoyens des questions. Et très souvent, et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, très souvent, les débats après le film durent parfois 1h30, 2 heures, et c'est passionné, c'est passionnant, et j'apprends beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que le débat dure plus longtemps que le film lui-même, qui fait 1h30. Voilà. Et c'est pour dire que les questions qui sont posées par le film, moi je ne l'ai pas inventé, c'est des questions qui se posent dans la société, et ça sert à rien de faire l'autruche, quoi. Débattons. Je demande pas aux personnes d'être d'accord avec moi, je demande simplement, qu'on puisse voir toutes les pièces du dossier de Dutroux, et donc le film Outreau, l'autre vérité, et puis deux, qu'on en débatte de façon contradictoire et mesurée et respectueuse. Et puis voilà. Et ensuite, chacun réfléchit et puis ça fera avancer les choses. Et bien sûr, c'est pour ça que à la fois je critique mes confrères qui n'ont pas fait correctement leur travail parce qu'ils se sont contentés de transmettre la parole des avocats de la défense, mais en même temps, d'une certaine façon, je les comprends parce que comment voulez-vous, quand on est journaliste dans un quotidien et qu'on doit pondre un article tous les jours, comment voulez-vous qu'on lise 30 000 pages d'un dossier? Ceux qui ont lu le dossier, c'est soit des magistrats professionnels, soit des journalistes à la retraite comme moi, ou comme Jacques Thomé, voilà. On n'est pas nombreux, et ça demande un bon mois de travail. Simplement, comment voulez-vous qu'un journaliste fasse ça? Donc, ça pose aussi des problèmes sur le fonctionnement de la démocratie. Et avec cette information fast-food, bah oui, simplement, on se plante, et on se plante de façon grave. Et la presse française s'est trompée concernant l'affaire Dutroux, ou a participé à une manipulation de l'opinion publique à partir de l'affaire Dutroux. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelles autres manipulations de l'opinion publique qu'on nous prépare ou on est en train de nous servir. Voilà. Et ça, c'est plutôt inquiétant.